OK. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à notre dernière session, notre dernière conférence dans la série de conférences du Centre de droit de l'environnement et de la durabilité mondiale. Alors, nous sommes très, très fiers et contents de vous présenter un de nos étudiants doctorat étoiles que nous avons dans notre programme. Il revient après avoir fait une maîtrise ici et plusieurs autres maîtrises ailleurs. Alors, c'est M. Thomas Burelli, qui est juriste ici. Il est diplômé en droit de l'environnement et en anthropologie du droit et en propriété intellectuelle ici et aussi en France, à plusieurs universités en France. Il a participé à plusieurs missions de recherche dans l'outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane et la Polynésie française, sur le thème de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés. Donc, ces recherches portent sur la circulation des savoirs traditionnels et sur les relations entre les scientifiques et les communautés autochtones et locales au Canada et en France. Il étudie en particulier les différents instruments et pratiques imaginés pour aménager les relations de transmission de savoir traditionnels entre autochtones et non autochtones. Il travaille chez nous, entre autres, avec la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Il compte 21 articles à revue de... Comment ça s'appelle ça? Revue, comité de lecture. Oui, c'est ça. Déjà, 21 articles qui est absolument épatant pour un étudiant en doctorat. Aussi, il a gagné le prix du 20e concours de vulgarisation de l'ACFAS et aussi gagné la bourse d'études supérieures du Canada Joseph Armand Bombardier de la SSHRC, qui est un défi énorme aussi. Alors, on est très fiers de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et allez-y, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation, professeur McLeod-Kilmurray. Je suis très heureux d'être ici, après avoir participé à de nombreuses reprises aux conférences du Midi, avoir, je l'avoue, envié un petit peu les conférenciers. Maintenant que je suis devant vous, j'avoue que j'étais pas si mal à siroter mes sandwichs comme vous en ce moment. Mais bon, c'est trop tard pour reculer, donc allons-y. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une problématique qu'on voit parfois émerger dans les médias, mais qui reste quand même très technique, et qui est celle de la protection des savoirs traditionnels. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les peuples autochtones sont les détenteurs d'une grande diversité de savoirs, dans des domaines très variés, notamment dans le domaine de l'environnement. Et moi, en particulier, je m'intéresse aux savoirs écologiques traditionnels. Savoirs écologiques traditionnels qu'on peut distinguer entre les savoirs liés au fonctionnement des écosystèmes et les savoirs botaniques. Pour les premiers, par exemple, c'est tout ce qui est les connaissances des interactions entre les espèces, des processus écologiques ou des processus de fonctionnement des écosystèmes. En ce qui concerne les savoirs botaniques, ce sont les savoirs liés aux connaissances de ressources végétales, par exemple, et parfois d'usages associés, connus pour l'utilisation de ces ressources. Du fait de la détention de ces savoirs-là, les peuples autochtones sont des informateurs privilégiés des scientifiques, puisqu'ils peuvent leur permettre d'identifier un certain nombre de ressources d'intérêt qui vont pouvoir leur conduire à l'identification de certains principes actifs, notamment dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine cosmétique. C'est pour ça que je vous ai représenté une molécule, puisqu'en général, c'est le cheminement habituel, c'est-à-dire l'identification d'une plante, des analyses en laboratoire et l'identification d'une molécule. Dès les premiers contacts entre les peuples autochtones et les explorateurs et les premiers scientifiques, les savoirs botaniques ont fait l'objet de nombreuses attentions motivées par plusieurs enjeux. La survie des colons, confrontés aux maladies dans les nouvelles colonies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le développement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Et donc, dans de nombreux cas, les communautés autochtones et locales ont été contraintes, par la tromperie ou par la force, de transmettre et d'échanger leur savoir avec les explorateurs. Là, je vous ai mis un exemple qui montre comment ça se passait à peu près à l'époque. Donc là, on est au XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà un petit peu la manière dont on concevait les relations avec les communautés. 5 siècles plus tard, l'intérêt pour ces ressources n'a pas faibli. Bien au contraire. En témoigne l'importance des travaux et le volume des travaux qui sont publiés dans le domaine à la fois de
des recherches écologiques et des recherches en sciences médicales. Et notamment le développement de disciplines comme l'ethnopharmacologie ou l'ethnobotanie. L'ethnopharmacologie, en quoi ça consiste? Ça consiste à aller s'intéresser aux ressources qui sont utilisées pour les communautés et aux maladies pour lesquelles ces ressources sont utilisées. L'ethnobotanie, c'est un petit peu plus large. On va s'intéresser d'une manière très globale aux ressources végétales utilisées par les communautés, que ce soit dans le champ de la nourriture, dans le champ médical, dans beaucoup de champs. Aujourd'hui, s'il n'est plus question de collecter de manière violente ces savoirs-là, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils circulent de manière toujours plus large à l'extérieur des communautés et sont utilisés souvent librement, sans que les communautés puissent nécessairement contrôler les conditions de diffusion, notamment dans les articles scientifiques, d'utilisation, et puissent bénéficier d'un partage des avantages. Dans le cadre de ces échanges de savoir, ce qu'il faut noter, c'est que les chercheurs scientifiques ont une place très importante, et notamment les chercheurs académiques et universitaires. Et bien souvent, ce sont les premiers maillons de la chaîne d'accès et de valorisation des savoirs traditionnels. Il faut vraiment oublier, ou en tout cas nuancer très fortement cette image des grandes entreprises qui se rendent dans la forêt ou qui se rendent auprès des communautés pour avoir accès au savoir. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sanofi ne se rend pas en Guyane pour avoir accès à des ressources. Sanofi achète des ressources qui ont été identifiées par d'autres, et souvent par une longue chaîne d'utilisateurs. Donc, tout cela pour dire que les chercheurs universitaires et académiques sont souvent les premiers maillons de la chaîne. Donc, ils ont vraiment, on va le voir, une responsabilité particulière dans le cadre de la diffusion et de l'utilisation de ces savoirs. Maintenant, je voudrais vous parler d'un projet... Ah ben non, pas tout de suite. Ce qui me conduit à vous dire que les savoirs traditionnels ont fait donc l'objet de pratiques abusives dans le cadre de la diffusion, dans le cadre de l'utilisation et dans le cadre du partage des avantages avec les communautés, et ce qui a poussé certains auteurs à parler à partir des années 80-90 du concept de biopiraterie. Le concept de biopiraterie, bon, j'avoue que je n'aime pas trop l'employer parce que du point de vue du juriste, ce concept-là, en général, n'existe pas dans le droit des États. Néanmoins, on peut le définir comme l'utilisation non autorisée de connaissances traditionnelles, mais aussi de ressources génétiques. Là, je me suis vraiment concentré sur les savoirs traditionnels, le partage inéquitable des avantages avec le fournisseur et le brevetage de principes actifs et de certains usages développés à partir des savoirs traditionnels botaniques. Donc là, bon, évidemment, la chaîne classique avec le petit pirate pour marquer les esprits. Maintenant, je voudrais vous présenter un projet de recherche français qui montre bien, qui illustre certains de ces abus et qui montre surtout le caractère fluctuant des relations entre les communautés et les chercheurs au cours d'un projet de recherche. Donc, dans les années 90, les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement, basé en Nouvelle-Calédonie, en France, ont entamé des recherches à propos de la ciguatera, qui est une intoxication alimentaire due à l'ingestion de poissons contaminés. Ce sont des poissons qu'on trouve au niveau de la barrière de corail. Les communautés ou les populations locales mangent ces poissons-là et sont contaminés. Donc, dès les années 90, les recherches ont consisté dans des enquêtes auprès des communautés. Et ces enquêtes, elles ont permis d'identifier une liste importante de remèdes traditionnels. Une liste de près d'une centaine de plantes, utilisées depuis des temps immémoriaux, pour le traitement de l'infection. Et donc, notamment, le faux tabac, dont vous avez un arbuste qui est représenté là. Chose intéressante, ces arbustes sont présents sur le rivage, le rivage des côtes. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est un fait volontaire de la part des communautés pour avoir, entre guillemets, le remède à portée de main dès que le poisson est consommé? En se basant sur ces remèdes et suite à des analyses en laboratoire, les chercheurs sont parvenus à identifier et à isoler un principe actif, l'acide rosmarénique, donc une molécule particulière au sein de cette plante. Lors de la phase préliminaire, les communautés ont été étroitement associées aux scientifiques pour l'identification des remèdes. Par la suite, quand on observe les documents et qu'on observe les documents de recherche, les communautés disparaissent petit à petit du champ des acteurs impliqués dans la recherche et finalement n'ont obtenu aucun crédit ni aucune redistribution lors de l'obtention du brevet demande de brevet dont a fait l'objet cette molécule, en France et au niveau européen.
puisque donc en 2009, comme je l'ai indiqué, une demande de brevet a été déposée. Pour la petite histoire, comme je le dis, c'est une aventure, l'aventure scientifique passionnante, ça ce sont les termes des chercheurs, hein, qui tournent au vinaigre. Pourquoi elle tourne au vinaigre? Parce que, autant à l'étape française qu'à l'étape européenne, le brevet a fait l'objet de contestations et de remise en cause par les instituts d'examen et par des tiers, notamment moi en particulier, et d'autres personnes. Ce qu'il faut voir, c'est que si les communautés n'ont pas été associées au dépôt de brevet, elles ont aussi, je dirais, souffert de toute une image, de toute une représentation qui est faite de leurs connaissances, qu'on pourrait qualifier à tout le moins de coloniale. Et je cite, par exemple, pour défendre leur brevet, les chercheurs ont soutenu, dans le cadre de leurs documents officiels, que leur brevet est parfaitement légitime et valide, puisqu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de ce type de traitement, ni de son innocuité. Le fait que les communautés l'utilisent depuis des temps immémoriaux ne comptant pas comme une preuve scientifique pour eux. Encore une fois, les demandeurs ajoutent que selon eux, aucun des documents ne divulgue ni ne suggère quelles pourraient être là ou les substances chimiques responsables de l'effet curatif de la molécule. Donc, tout ça pour dire que les scientifiques demandent un brevet et se sentent légitimes pour le demander pour avoir identifié une molécule au sein de la plante. Et dans le cas présent, ils ne remettent pas en cause l'existence de savoirs traditionnels. Alors, donc ça a été remis en cause au niveau français, ça a été remis en cause également au niveau européen, et actuellement, on attend la décision finale, mais il semblerait que le brevet soit annulé. Ce cas-là n'est pas isolé, parce que vous allez me prendre pour un fou, et vous allez dire que j'exagère tout. Donc finalement, je vous ai amené une liste de brevets. Là, vous en avez... chaque page n'est pas un brevet, hein, mais j'en ai à peu près une dizaine ici de brevets qui ressemblent à peu près à celui-ci. Et celui-ci, à ma connaissance, c'est le seul d'un institut de recherche français qui a fait l'objet de remous, je dirais, médiatiques et scientifiques pour le contester. Tous ces brevets-là, c'est ce que j'appelle ma collection de brevets louches pour l'instant, parce que je n'ai pas eu le temps de me plonger dedans, mais ce sont des savoirs pour lesquels j'ai une forte intuition qu'on est exactement dans le même schéma qu'ici, mais qu'il ne s'est rien passé parce que les procédures sont tellement opaques, sont tellement peu transparentes, elles sont transparentes, mais elles sont tellement techniques que c'est très difficile pour les communautés et aussi pour les juristes de pouvoir intervenir dans ces procédures-là et de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Donc en général, ce sont des choses qui se passent tranquillement, les brevets sont donnés et on n'en entend pas parler, pour d'autres raisons que je vais évoquer plus tard aussi. Donc tout ça pour dire que dans ces brevets-là, encore une fois pour vous montrer que je n'exagère pas, hein, on a tout un tas de stratégies pour exclure les savoirs et pour finalement justifier une innovation technologique et l'octroi de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, dans celui-ci, on nous explique qu'on a identifié un remède traditionnel, que les communautés disposaient d'un certain nombre d'usages pour ces plantes-là. Et donc ça, je veux dire, ça ce sont les scientifiques qui parlent, hein. Donc là, il faut faire confiance aux scientifiques sur la liste qu'ils établissent. Et ensuite, on nous explique que la demanderesse préconise présentement une nouvelle utilisation d'Euphorbia hirta pour l'obtention de nouveaux anxiolytiques. Donc, les chercheurs, dans ce cas-là, disent oui, les autochtones avaient des savoirs, mais nous avons découvert un nouvel usage. Prière de les croire sur parole, puisqu'il faut se baser sur leur récit pour savoir ce que connaissaient les communautés. Autre exemple, qu'est-ce qu'on nous dit dans celui-là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh ben là, tout simplement, on nous explique qu'on a utilisé des savoirs, qu'on a préparé les plantes de la même manière que les communautés et qu'on a pu identifier une molécule. Mais ça ne pose aucun problème. Autre exemple. Même exemple, même type d'exemple. Celui-ci. Alors là, on en vient à minimiser l'efficacité du remède traditionnel pour justifier que l'isolement de la molécule est bien plus efficace, d'où l'intérêt de déposer un brevet et d'avoir une innovation. Et peut-être un dernier exemple. Peut-être pas celui-ci. Non, celui-ci, je ne vais pas le mettre. Mais on a aussi des cas dans lesquels les scientifiques n'établissent pas directement un lien entre les savoirs traditionnels et leur innovation dans le cadre des demandes de brevets. Par contre, dans le cadre de publications externes, je dirais, à ces demandes-là, ils revendiquent spécifiquement de s'être basés sur des savoirs traditionnels. En l'occurrence, là, on a un brevet qui est codétenu par l'Institut de recherche pour le développement, encore lui,
et le parfumeur Christian Dior. Et donc là, on trouve des documents sur le site, notamment de l'IRD, dans lesquels les chercheurs expliquent s'être basés sur des savoirs traditionnels. Et n'ont aucun problème pour expliquer s'être basés sur des savoirs. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il existe de nombreux cas, au-delà de celui que j'ai voulu vous présenter plus spécifiquement aujourd'hui. Dans cette affaire, comment interpréter le comportement des chercheurs qui ont breveté cette molécule et qui ont associé les communautés lors des premières phases de recherche, mais qui les ont exclus au moment de la valorisation et du partage des bénéfices. Les chercheurs, leur démarche finalement répond à une double logique. Tout d'abord, la valorisation maximale des résultats de recherche et ensuite le sentiment de respecter scrupuleusement la loi. Ce qu'il faut voir, c'est que les chercheurs, et notamment les scientifiques français, sont de plus en plus contraints par des objectifs de résultats et sont évalués de plus en plus régulièrement sur ces résultats-là, notamment quantitatifs. Et dans ce contexte-là, le dépôt de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de brevets constituent un élément de l'évaluation. Donc c'est très bien vu d'avoir déposé un brevet, puisqu'en plus, un brevet serait doté d'un potentiel économique. Ce qu'il faut noter, c'est que parfois, ces brevets-là, et en particulier celui dont je parle, ne peuvent pas faire l'objet de valorisation industrielle. Et de l'aveu même des chercheurs, je veux dire, j'ai discuté avec eux directement, ils ont déposé un brevet, mais il n'y a pour l'instant aucun débouché pour ce brevet-là. D'un point de vue pharmacologique, il n'y a rien du tout. Dans la mesure où il n'existe pas de marché pour ce médicament-là, puisque les populations qui sont les plus touchées par cette infection-là sont pour l'instant localisées dans le sud. Donc, développer un médicament, les chiffres, on nous parle d'1 milliard à chaque fois pour développer un médicament. Pour des populations du sud, ça n'intéresse pas les entreprises. L'Institut de recherche, en l'occurrence, n'a pas les moyens de développer un médicament. Ça demande des études cliniques très longues, d'abord sur l'animal, ensuite sur l'homme, etc., etc. Un institut de recherche comme l'IRD, ou même comme le CNRS en France, ne peut pas développer un médicament comme ça. Il faut s'associer avec des entreprises spécialisées, des entreprises privées. Donc, en l'occurrence, pas de marché. De même, il n'est pas sûr que les communautés soient intéressées par un médicament, puisque, comme je vous l'ai dit, l'arbuste est présent sur les rivages. Donc, voilà pour ça. Donc là, vous voyez, on a un brevet qui n'a pas vocation à être exploité, faute de moyens ou de marché viable de la part d'un institut de recherche, mais qui est déposé néanmoins dans le cadre de la valorisation de la carrière des chercheurs. Et ils sont encouragés, encore une fois, par leurs instituts. Donc vraiment, je ne jette pas la pierre aux chercheurs. C'est toute des pratiques d'un système entier qui pousse au dépôt de ce genre de droit. En ce qui concerne le sentiment de respecter scrupuleusement la loi pour les chercheurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chercheurs n'ont, dans la plupart des cas, aucune obligation légale de partager les avantages découlant de l'exploitation des savoirs traditionnels. De même que sur la question du consentement des communautés, on pourrait en discuter, mais du point de vue du droit, ils n'ont aucune obligation. On a des textes internationaux, notamment la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya. Néanmoins, ce sont ce qu'on appelle des conventions cadres, c'est-à-dire qui fixent des objectifs, mais qui laissent le soin aux États de juger de la pertinence d'une action et des moyens à mettre en œuvre pour l'adoption, pour la réalisation de ces objectifs. Donc, en France et au Canada, je le précise, il n'y a aucune mesure de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya. Donc, les chercheurs ne sont tenus, le droit international ne liant pas les chercheurs, mais liant les États, n'ont aucune obligation à respecter du point de vue légal. Au-delà de ces deux justifications, les missions que j'ai menées dans l'outre-mer m'ont amené à entendre deux discours en complément de ces deux justifications. Du côté des chercheurs, j'ai souvent entendu la posture suivante, à savoir « je suis un biologiste, je fais de la biologie, j'étudie les plantes, je n'étudie pas les communautés autochtones. Je ne suis donc pas tenu de faire des efforts, je ne suis pas non plus outillé pour faire des efforts, je ne suis pas anthropologue et encore moins juriste. Donc je ne suis pas capable de changer ces relations-là. » Ça nous conduit à deux cas de figure. Les chercheurs qui continuent leur recherche comme si de rien n'était et en espérant, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème, et les chercheurs qui sont trop scrupuleux, je dirais, et qui finalement bloquent complètement toute recherche
de peur d'être épinglés dans la presse ou d'une autre manière. Du côté des communautés autochtones, là où moi j'ai été très surpris, c'est lors d'un voyage en Polynésie durant lequel les communautés m'ont expliqué, certains représentants de ces communautés-là m'ont expliqué ne pouvoir rien faire pour encadrer les relations avec les chercheurs et m'expliquant que de toute manière, cette fonction-là revient à l'État et non pas aux communautés. Donc, impossibilité puisque le droit ne nous appartient pas. Il faut s'en remettre à l'État et attendre qu'il agisse. Ce qu'il ne fait pas depuis 20 ans maintenant. Donc finalement, la question que moi je me permets de poser, les deux questions que je me permets de poser, c'est à savoir si cette situation-là, c'est une invitation au pillage légal des connaissances autochtones pour les chercheurs finalement, puisque rien n'existe, continuons comme si de rien n'était, ou au contraire, si c'est une invitation à la suspension de tout projet de collaboration avec les autochtones, comme le font finalement certains chercheurs. Mon opinion, c'est que finalement, ce n'est ni l'un ni l'autre. Si l'on admet et si l'on promeut la capacité qu'ont les acteurs de la société civile de se doter de leur propre cadre normatif, en marge ou en complément des cadres étatiques. Et en ce sens, l'inaction de l'État pourrait être vue non pas comme une fatalité, comme quelque chose qu'il faut subir, mais au contraire comme une invitation, voire même une chance pour les acteurs de la société civile. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis allé trop vite. Certains chercheurs et certains organismes et les communautés autochtones se sont saisis finalement de cette opportunité et on peut observer une grande variété de pratiques qui visent à pallier l'absence de réglementation et d'encadrement de la circulation des savoirs traditionnels. Et ce, au Canada et en France, qui constituent mes deux cas d'études, mais je me base énormément sur le Canada dans la mesure où c'est un domaine qui est extrêmement dynamique comparé à l'exemple français. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord d'aborder les propositions du milieu académique au Canada. Il existe au Canada un énoncé de politique adopté par les 3 conseils de recherche canadiens, et notamment par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui nous concerne ici plus particulièrement au sein de la faculté. Cet énoncé de politique concerne toutes les recherches impliquant des êtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans les sciences sociales, donc impliquant de l'observation participante, impliquant la réalisation d'entretiens, ou encore dans le domaine des sciences médicales, ce qui est extrêmement classique. L'éthique au niveau du domaine médical, ça on connaît très bien. L'éthique dans le domaine de la science sociale, c'est beaucoup plus récent et c'est beaucoup plus, je dirais, novateur par rapport à notamment l'exemple français qu'on verra tout à l'heure. Ainsi, les chercheurs des universités percevant des financements d'un ou plusieurs de ces conseils sont tenus de respecter les principes éthiques contenus dans cet énoncé, qui est, je dirais, particulièrement détaillé. Je vous encourage à le lire parce qu'il nous concerne vraiment tous. On est tenu de le respecter, hein, qu'on soit étudiant ou qu'on soit professeur. Donc c'est très important d'en être conscient et de le savoir. En ce qui concerne les populations autochtones, l'énoncé des 3 conseils comporte un chapitre 9 depuis la 2e édition de 2010 consacré à la recherche visant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada. Dans ce chapitre 9, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans mon domaine ? Notamment une définition très détaillée de la notion de connaissance traditionnelle. Je le souligne puisqu'il n'existe pas de définition juridique de cette notion de connaissance traditionnelle en droit canadien. Mais dans l'énoncé de politique des 3 conseils, on a une définition qui est particulièrement large, qui est d'une très grande qualité, selon mon opinion, vu la littérature sur cette question-là, une définition très très complète et très intéressante. On a aussi l'article 9.8 que j'ai supprimé là, mais l'article 9.8 qui oblige les chercheurs à s'informer des coutumes et des codes de pratique de la recherche pertinents qui s'appliquent à chacune des communautés visées par leur projet de recherche et de les respecter. Quand l'énoncé des 3 conseils oblige à s'informer, il est important de noter que ces coutumes et ces codes de pratique peuvent être oraux ou écrits. Et les chercheurs ne peuvent pas se prévaloir de l'oralité pour expliquer qu'ils ne connaissaient pas ces codes et pratiques et ces coutumes. Ils sont tenus de les respecter. Bon, là, je vous parle de l'énoncé d'un point de vue théorique. Évidemment, la question du contrôle se pose. Et je dois avouer que je ne me suis pas encore penché en détail sur cette question-là. Néanmoins,
Mon hypothèse pour le moment est que le contrôle repose avant tout sur des cas de plainte. Et je peux le voir dans le cadre de mon environnement direct à l'Université d'Ottawa. Dans certains cas, les règles sont incomprises et ne sont pas appliquées. Mais il faut savoir que, par exemple, dès lors que vous réalisez un entretien, dès lors que le contenu de cet entretien est utilisé dans un article scientifique, en théorie, il faudrait demander un certificat d'éthique et respecter l'énoncé des 3 conseils. Voilà. Évidemment, ça paraît très contraignant comme ça, mais c'est les règles. Et il existe des cas dans lesquels on ne demande pas de certificat d'éthique parce qu'on se dit, après tout, bon, c'était une discussion triviale, etc. Ça reste des données de recherche qui sont mobilisées. Donc, en principe, les communautés ont un droit de regard sur ces données-là. Certaines universités ont développé leur propre code éthique à destination de leurs chercheurs, et c'est le cas, par exemple, de l'Université de Victoria. Et je le signale parce que c'est un code qui date de 2003. Donc avant la seconde édition de l'énoncé des 3 conseils, donc à l'époque, c'était un cadre qui allait au-delà de ce qui était prévu par le premier énoncé des 3 conseils. Et ce document reconnaît par exemple un pouvoir de contrôle absolu aux communautés sur les données collectées durant la recherche. Un pouvoir qui peut les conduire à bloquer la publication de résultats de recherche. Ça peut paraître fou, mais c'est un principe qu'on retrouve aujourd'hui dans l'énoncé de 3 conseils. Et je dirais que c'est un principe cardinal de la recherche collaborative d'avoir ce droit de regard pour les communautés et ce droit de retrait des données qui ont été communiquées. Quand vous remplissez un formulaire de consentement pour des entretiens, vous précisez que les communautés donnent leur consentement. Ce consentement est considéré comme un processus tout au long du projet de recherche et peut être retiré à tout moment. Et les données peuvent être détruites, les données collectées peuvent être détruites sur demande des informateurs. Autre exemple, l'obligation d'un partage des avantages lorsque cela est possible et approprié. Encore une fois, on est en 2003, on est à un moment donné où on n'a aucun cadre réglementaire, donc on a vraiment une université qui est proactive sur ces questions-là et qui oblige tout de même ses chercheurs. Tous ces cadres, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres codes au niveau universitaire, constituent des tentatives de refondation à l'initiative du monde académique. Et ils démontrent la capacité d'évolution des scientifiques et de leur institution, et surtout leur capacité critique vis-à-vis de leurs pratiques antérieures. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur ce point-là, parce que maintenant on va voir les propositions du milieu de la recherche français. Et c'est très simple, on n'a pas grand-chose. À ce jour, on n'a pas de code éthique relatif aux relations entre les chercheurs et les peuples autochtones au niveau du milieu universitaire ou du milieu de la recherche en France. Je dis pas de code spécifique. L'Institut de recherche pour le développement dont j'ai parlé, à propos du brevet, a bien un guide qui s'appelle, c'est très intéressant, un guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement. Or, ce guide n'aborde pas la question spécifique du patrimoine culturel immatériel autochtone. Et si ce guide prévoit dans certains cas le partage des droits de propriété intellectuelle, c'est toujours entre les scientifiques du Nord et à la rigueur les scientifiques des universités du Sud. Il n'est pas question du partage des droits de propriété intellectuelle entre les chercheurs et les populations locales. Donc ce qui me pousse à penser que, là j'extrapole un petit peu, mais dans le cadre de ce guide, les communautés sont des sujets de recherche plus que des partenaires de recherche. Voilà. Donc ça c'est un guide qui date, la 2e édition date de 2010, et donc vous voyez ça n'a pas beaucoup évolué. Autre élément, pour essayer de sauver un petit peu le milieu de la recherche en France, le comité d'éthique du CNRS a rendu un avis en 2007 sur l'impératif d'équité dans les rapports entre chercheurs et populations autochtones. Là encore une fois, je vous encourage à aller le voir parce que dans le contexte français, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment d'une limpidité extraordinaire, c'est très bien écrit, tous les enjeux sont là, c'est très très clair. Bon, ce n'est qu'un avis. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va très loin aussi. Et donc, dans cet avis, le comité reconnaît l'importance d'une révolution à effectuer dans les relations entre les chercheurs et les autochtones, pour des raisons tenant à la fois à la pérennité de la recherche et à la justice sociale. Donc 2 motivations, une qui intéresse plus particulièrement les chercheurs et une, je dirais, qui concerne plus les communautés. Et donc, pour parvenir à une évolution des rapports entre les chercheurs et les populations autochtones, le comité souligne l'importance de l'autorégulation des chercheurs, en l'absence de reconnaissance de droits en faveur des communautés. Ce que nous dit l'avis,
c'est qu'en l'absence de droits internationaux